Alors, bonjour et bonsoir donc pour notre petite conférence sur le Nouvel An que j'avais proposée, qui a été remise, hein, j'en suis désolé pour ça. Alors donc, mon nom est Sylvain Bélanger, donc moi je suis un thérapeute intuitif, ça fait plusieurs années, je suis rendu un senior, pourrait-on dire, et un senior, ben, ça veut donc dire que ça a plusieurs années de pratique. J'ai commencé assez jeune, donc j'ai quand même plus de 30 ans de pratique intuitive, j'ai jamais arrêté. Et je suis particulièrement fier de ça parce que je trouve que c'est important que quand on aborde des sujets comme ceux-là, qu'on ait une expertise, hein, qu'on ait une certaine expérience. Et après toutes ces années-là, je pense en avoir une. Et ça fait quand même plusieurs années que j'enseigne aussi pour développer la pratique intuitive, les soins et tout ça. Donc, ça me permet d'avoir un point de vue que je vais essayer de partager avec vous. Je m'excuse, voilà, de partager avec vous cette expertise-là pour arriver peut-être à mieux comprendre justement le sens de l'année, hein. Chaque année, il y a une nouvelle année, inévitablement. Il y a toute cette idée, à quelque part, de se transmettre des bons vœux. Et se transmettre des bons vœux, ben, c'est toujours un petit peu basé sur le principe d'espoir, hein. L'espoir, c'est j'espère que ton année sera belle, j'espère que tout va bien se passer, j'espère que tout va se passer comme tu veux, comme tu le souhaites. Et puis, évidemment, moi, ça me mène un questionnement parce qu'évidemment, depuis des années, moi, des gens viennent me voir pour faire des consultations, pour arriver justement à mieux comprendre leur vie, puis mieux comprendre qu'est-ce qu'ils peuvent faire dans leur vie pour être plus en harmonie et en paix. Et puis évidemment, cette notion de souhait, ça me fait penser quand même à la pratique de quelquefois que les gens vont aller voir des voyants. Hein, les voyants, mais ils vont espérer que les voyants vont leur transmettre des messages qui vont leur dire, de leur donner une bonne aventure, en fait, de leur donner la bonne aventure qui va leur permettre de confirmer ou de se sécuriser par rapport à leur futur en se disant, ah, ben, le voyant m'a dit telle chose, telle chose, telle chose, je peux m'asseoir sur mon fauteuil calmement et je peux attendre passivement que les choses se produisent comme on me le dit, puisque quelque part, on m'a promis finalement quelque chose qui me plaisait beaucoup. Et c'est certain que cette idée donc de bonne et heureuse année, hein, c'est ce que je vous souhaite en passant, hein, je vous souhaite la bonne et heureuse année, même si j'ai quand même un questionnement ou une interrogation concernant les bons vœux, parce que les bons vœux, finalement, entraînent souvent cette notion donc de passivité, un peu d'attente, à quelque part d'espoir que finalement les choses vont bien se passer, puis que nous, on n'a pas grand-chose à faire dans ce processus-là. Puis j'avais envie donc de vous faire une réflexion sur justement cette probable, cette passivité apparente hein, qu'on peut avoir face à la vie, et puis de vous faire part un peu l'expérience que moi j'ai vécue à travers les années avec les clients que j'ai pu avoir, à travers ma vie aussi, bien sûr, de constater qu'on peut avoir peut-être plus de pouvoir qu'on le pense dans notre vie, puis on va essayer d'explorer un petit peu ces aspects-là. Si y a des questions d'interrogation, ben, vous pourrez m'en faire part, bien sûr, puis je pourrais prendre le temps de vous répondre dans le chat, puisque pour le niveau des questions orales, je vous inviterai à le faire à la toute fin. Ça va être plus facile pour moi de gérer cela, si vous le voulez bien. Donc, cette attente passive-là, finalement, qu'on a à quelque part face à la vie, on n'a pas juste ça face au jour de l'an, on a face à notre santé. On espère qu'on va demeurer en santé. Et souvent, qu'est-ce qu'on fait pour demeurer en santé? Ben, finalement, c'est plus ou moins clair, hein. On est dans une espèce d'espoir, de volonté que tout va bien se passer, que dans les relations amoureuses, tout va bien se passer. On a toujours cette espèce d'idée que les choses vont se produire quelque part un peu miraculeusement. On espère quelque part que tout aille bien. Et puis, quand je regarde les lectures intuitives que j'ai faites à travers les années, ce que j'observe finalement, c'est qu'il y a deux grands mouvements que j'aimerais peut-être qu'on aborde un petit peu. C'est cette notion de destinée, hein. La notion de destinée, c'est à laisse croire que tout est déjà écrit. Et comme tout est déjà écrit, ben, quelque part, on ne peut pas faire grand-chose. Et c'est là que c'est ça qui explique aussi qu'on puisse aller voir un voyant qui va nous transmettre des prédictions dans notre vie, parce que lui, finalement, il va voir finalement cette destinée-là, il va comme être capable de percevoir ce qui est déjà écrit. Donc, il va simplement nous lire ce qui est déjà écrit, puis nous, ben, quelque part, ça va nous donner à quelque part une forme de sentiment de satisfaction, de savoir quelque part qu'est-ce qui nous attend une certaine satisfaction, une insécurité, ça peut être un tas de choses, hein, dépendant de ce qui nous attend, dépendant de ce qui va nous être donné comme information. Et puis moi, dans ma pratique intuitive, j'ai fait de la voyance, hein, j'ai été voyant, pas voyeur, hein, voyant. Ça peut arriver quelquefois, je peux être voyeur aussi, mais bon, ça c'est un autre sujet. Mais l'idée d'être un voyant, c'est quelque chose qui nous amène justement à cette idée que dans la voyance, cette fameuse notion de destinée qui nous fait voir quelque part que déjà tout est déjà tracé. Et puis quand on commence à regarder dans des lectures intuitives, parce que quand je faisais ça au début dans la voyance, je voyais bien que des moments donnés où j'avais une vision hyper juste de ce qui se passait dans le futur de la personne.
Et dans d'autres cas, j'étais comme à côté de la plaque, les choses que j'avais promis à cette personne-là ne se produisait pas, en tout cas pas dans le laps de temps que je lui avais donné, ou des fois carrément pas, tout simplement. Et évidemment, ça m'amenait, moi, je suis quelqu'un qui aime ça quand les choses fonctionnent, hein, quand j'ai un sentiment de compréhension de ce qui se passe. Et ça m'a amené donc à me dire, ben, peut-être il y a des choses à comprendre de ça. Peut-être hein, que finalement, cette fameuse notion de destinée, mais qu'est-ce qui fait que certains voyants peuvent voir des choses, d'autres ne voient pas. Puis bon, il y a tous ces éléments-là qui pouvaient entraîner un questionnement. Et quand j'ai commencé à approfondir les lectures intuitives, à comprendre mieux qu'est-ce que je percevais, etc., j'ai commencé à comprendre que il y avait comme deux potentiels qui existaient dans notre champ d'énergie. C'est-à-dire que moi, j'ai un certain champ énergétique en moi. Ce champ énergétique-là, qu'est-ce que c'est? C'est toujours, ça me plaît toujours de le rappeler, c'est un rayonnement des cellules. C'est-à-dire que c'est le rayonnement des cellules, là, quelque part, qui va finalement émettre une certaine lumière. Et cette lumière-là, quelque part, ben, il va y avoir de l'information dans cette lumière-là. Cette information-là, elle provient de quoi? Mais elle provient d'un certain nombre de choses. Elle provient de mon histoire de vie, mais elle provient de ma génétique, elle provient de quelque chose. C'est-à-dire que dans la lumière, quelque part, de ces cellules-là, il y a donc de l'information qui me relie à mon histoire personnelle, à mon histoire familiale, à l'histoire de la psychogénéalogie de ma famille, et également aux mémoires d'autres vies. C'est un peu comme si j'étais une antenne qui était en étroite relation avec avec l'existence, c'est-à-dire mon existence, l'existence de ma famille, mais l'existence collective. Alors, ça veut donc dire que moi, je suis en interrelation avec un ensemble d'informations qui est très, très, très vaste. Et puis, quand j'ai commencé à interagir avec ces informations-là qui animent ce champ énergétique, là, par exemple, si je communique avec l'enfant en moi qui se sent abandonné, ben cet enfant-là qui se sent abandonné, mais pourquoi il se sent abandonné? C'est parce que quelque part, il est figé. Il est figé dans une expérience limitative. Et cette expérience limitative, ben, finalement, fait que cet enfant-là qui se sent abandonné, ben, il pourrait se sentir abandonné et moi, je pourrais vieillir et toujours porter en moi cet enfant qui se sent abandonné. Alors pour moi, c'était un potentiel limitatif. C'est-à-dire que dans mon propre champ énergétique, on peut avoir à l'intérieur de nous-mêmes des bagages de limitation, c'est-à-dire des expériences limitatives que l'on traîne avec soi et avec lesquelles on n'a pas l'impression qu'on peut changer quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'à l'âge de 5 ans, mettons, j'ai été abandonné, j'ai plus 5 ans aujourd'hui, mais je peux encore expérimenter l'abandon et vivre les mêmes émotions que j'ai pu vivre quand j'avais 5 ans, par exemple. C'est-à-dire que je peux réanimer finalement la flamme intérieure qui est en moi. Je dis la flamme, c'est peut-être pas le mot juste, hein. Cette blessure émotionnelle-là qui est en moi, je peux la réanimer, la réanimer et faire en sorte que justement ma vie ne peut pas avoir accès à autre chose qu'à la limitation de ce que j'ai vécu à ce moment-là. Et évidemment, cette limitation-là, elle peut devenir encore plus importante si, en plus de ça, je résonne avec des mémoires familiales, c'est-à-dire que des ancêtres de ma famille puissent avoir vécu quelque chose de cet ordre-là, c'est-à-dire de cette forme de situation d'abandon. Et puis, évidemment, je peux en plus raisonner avec des mémoires d'autres vies qui vont en plus amplifier cette expérience-là d'abandon qui est en moi. Donc, tout ça, finalement, va faire que ma limitation va prendre encore plus, je vais me sentir encore plus limité finalement. Et ça veut donc dire que mon cerveau va enregistrer cette notion de limitation d'une façon plus importante, puis je vais rester dans ce mode de fonctionnement-là de limitation, et ça va donc dire quelque part que ma destinée est déjà inscrite à ce moment-là. Hein. Quelqu'un cette personne-là, moi, j'irai voir un voyant avec cette limitation-là, qu'est-ce qu'il va voir, vous pensez? Bien, il va voir ma limitation. Il va voir simplement que j'ai été abandonné, je le serai. Donc, demain puis après-demain. Et pourquoi? Bien, parce qu'à quelque part, je suis complètement figé dans mes croyances, dans mes limitations, et je ne suis pas capable d'accéder à autre chose. Donc, vous voyez que c'est quand même intéressant de comprendre que ce potentiel limitatif, on en est tous animés jusqu'à un certain point. La bonne nouvelle, évidemment, c'est qu'on puisse donc se libérer des limitations pour être capable justement d'accéder à un processus, effectivement, que moi j'appellerais d'expansion ou d'évolution. C'est-à-dire que l'expérience que j'ai en moi qui est figée, je peux interagir avec elle. Et en interagissant avec elle, je peux la libérer de ces programmations limitatives et à ce moment-là, me permettre d'avoir accès à des potentiels évolutifs. Ces potentiels évolutifs, qu'est-ce que c'est? C'est comme un changement de comportement qui me met en relation avec un plus grand alignement avec l'être que je suis. Et ce plus grand alignement avec l'être que je suis me permet donc d'accéder à mes véritables ressources intérieures, à reconnaître ma plus belle version de moi-même. Ce qui est intéressant, c'est que là, on commence à ouvrir la porte à ce que j'appellerais, moi, la non-programmation. C'est-à-dire on prend conscience que la vie, on l'a entre nos mains et on peut en faire quelque chose qui nous appartient. Alors,
pourquoi je dis ça, c'est que pendant longtemps, on a pensé à la notion du karma. Le karma, qu'est-ce que c'est? C'est la limitation. C'est-à-dire que je crois que je nais sur Terre avec un karma, c'est-à-dire qu'une espèce de bagage mémoriel qui m'empêche de pouvoir atteindre mon objectif de vie dans la vie parce que le karma, finalement, c'est comme quelque chose que je dois purger. Alors, cette idée-là, ça représente aussi un peu, on retrouve ça un peu dans le catholicisme aussi, hein, dans la religion, cette espèce de notion justement de sacrifice. Hein. On a tous été un peu prisonniers de ça par la religion aussi, hein, de cette vision qu'on est limité. Et que dans la nouvelle année, ben, quelque part, se donner, porter un regard sur la nouvelle année, c'est certainement être obligé quelque part de remettre en question justement ces croyances limitatives-là. Parce que si on ne les remet pas en question, ben, l'année qui vient risque d'être l'année qui a été. C'est-à-dire qu'on va simplement reproduire à quelque part un certain nombre d'expériences qui va être le reflet de ce qu'on a, de ce qu'on aurait été tout simplement. Et ça va être une espèce de cercle vicieux, c'est-à-dire qu'à chaque année, on va répéter, répéter, répéter toujours le même scénario. Et que le potentiel évolutif, ben, c'est celui, à quelque part, qui nous fait comprendre que moi, en tant que moi, j'ai les ressources pour être autre chose que ce que je crois, ce que j'ai été jusqu'à maintenant. Et c'est là, quelque part, qu'on commence à comprendre, évidemment, qu'à chaque année, ben, quelque part, cette transmission de bons voeux qu'on peut se donner, ben, c'est peut-être une occasion aussi de se poser la question, de savoir, ben, qu'est-ce que c'est, à quelque part, moi, que j'ai envie de donner naissance en dedans de moi, pour que je puisse effectivement accéder à ce potentiel expansif-là. Ce potentiel expansif-là, finalement, ça nous ramène justement à l'idée qu'en moi, quand je commence à me rendre conscient que les blessures qui sont en moi, je peux les soigner. Et on sait que dans la pratique intuitive, il y a d'autres pratiques également qui nous permettent d'aller porter attention à l'intérieur de soi pour commencer à comprendre qu'à l'intérieur de nous, il y a des limitations à lesquelles on s'est identifié dû à notre cheminement de vie et que ces potentiels limitatifs-là, si on en prend soin, si on leur permet quelque part de leur donner tout ce qu'ils ont besoin pour ne plus être prisonniers de leurs limitations, ben, ça donne accès justement à des transformations. Et ces transformations, ben, évidemment, vont nous permettre de découvrir finalement les potentiels évolutifs qui sont en soi. Et ces potentiels évolutifs ben, vont nous donner l'opportunité justement de reconnaître à quelque part qu'au fond de nous-mêmes, finalement, quand je découvre qui je suis réellement, ben, ces limitations-là ne sont que des couches d'émotions, des couches de blessures, finalement, que je me suis interdit d'accéder à ça. Et dans mes pratiques intuitives, dans les consultations que j'ai faites, dans mon expérience de vie, bien évidemment, qu'est-ce qu'on constate, c'est qu'il y a des gens qui arrivent avec un potentiel limitatif très important dans leur expérience de vie, c'est-à-dire que quand je fais une lecture intuitive avec quelqu'un, ça arrive quelquefois que ces personnes-là, bien évidemment, sont très figées dans leur champ énergétique. Là. C'est pas de leur faute, hein, c'est simplement qu'ils ont une certaine charge d'expérience mémorielle d'expérience de leur vie qu'ils n'ont pas été en mesure justement d'exorciser ou de libérer. Et ils vont donc rester dans une espèce de processus où même s'ils ont plein d'ambition puis plein d'envie de changement dans leur vie, vont rester un peu prisonniers de cette espèce de parcours limitatif parce qu'ils ne vont pas être capables d'élargir leur conscience à quelque chose de plus vaste et de plus harmonieux. Donc, dans ce sens-là, évidemment, cette idée du potentiel limitatif, vous l'avez compris, dans la pratique intuitive, qu'est-ce qu'on va chercher à faire? C'est qu'on va aller voir ces croyances limitatives, ces potentiels, ces blessures émotionnelles qu'on a vécues. Et on va chercher justement à prendre conscience à quelque part qu'elles ont des messages, ce sont des messagers qui sont en nous, c'est-à-dire que ce sont des énergies qui sont en nous, qui sont engrammés dans notre champ énergétique et qui sont là comme pour nous transmettre de l'information, pour nous dire, mais Sylvain, moi j'aimerais ça quelque part que tu prennes conscience que je me suis senti abandonné à l'âge de 5 ans, par exemple. Et j'aimerais ça quelque part que tu me reconnaisses le droit de m'être senti abandonné à l'âge de 5 ans, puis que tu me donnes l'opportunité maintenant de faire comprendre quelque part ce que moi j'aimerais être vraiment. Toi, c'est drôle, hein? C'est-à-dire que la blessure émotionnelle qu'on a vécue dans notre passé, ben, elle demeure quelque part comme une espèce de mémoire qui reste présente dans mon champ énergétique. Et si je prends le temps de communiquer avec elle, ce que je découvre, c'est que cette mémoire-là, finalement, elle est capable de me transmettre de l'information qui va me permettre justement de comprendre la raison d'être de la blessure, mais aussi c'est quoi le potentiel évolutif qui est derrière cette blessure-là. Hein, parce que si l'enfant, je lui donne tout ce dont il a besoin pour qu'il ne se sente plus blessé, plus abandonné, ben, il va me montrer quelque part un autre volet, une autre expression de lui-même qui va me montrer justement quels sont les véritables potentiels évolutifs qui sont en moi. Hein, c'est-à-dire que l'enfant pourrait me montrer justement que quand il ne se sent pas abandonné,
ben, il développe une grande confiance en lui, puis il devient très ouvert à la communication, aux échanges, au partage. Ce que j'avais peut-être beaucoup d'appréhension à manifester ou à exprimer, ben, ça va devenir effectivement une évidence pour moi, que ça va être naturel pour moi. C'est comme si j'allais récupérer une énergie vitale qui va me permettre de retrouver qui je suis véritablement. Et c'est ça, finalement, dans les consultations que moi j'ai beaucoup observé, c'est que quand on cherche à déprogrammer la mémoire cellulaire, c'est-à-dire qu'on cherche à donner à la mémoire tout ce dont elle a besoin pour qu'elle ne soit plus figée dans son expérience, on lui donne l'opportunité justement de se libérer. Et dans cette libération-là, ben, il y a quelque part comme une actualisation de quelque chose de plus grand que moi, que je n'avais pas entrevu, qui est en moi, qui va commencer à se manifester. Je vais commencer à devenir conscient de ma grandeur, de tout ce que je peux être de quelle façon je peux être plus en harmonie avec moi dans mon potentiel évolutif. Donc, vous voyez que toute l'idée, donc, pour moi, de la nouvelle année, hein, c'est de quelle façon, quelque part, que moi, je peux reconnaître que j'ai des potentiels limitatifs qui sont en moi, de quelle façon je peux interagir avec eux pour justement les libérer et les dégager. Et plus je les dégage, mais plus ça me permet de commencer à constater que j'ai donc un potentiel évolutif qui prend forme. Ce potentiel évolutif mais, me permet de me rapprocher de l'essence véritable de qui je suis, de mon âme en quelque sorte. Hein. Je peux commencer à comprendre que j'ai quelque chose de beau à offrir et que c'est quelque chose de beau, ben maintenant, à partir du moment que je le reconnais, ben je peux l'actualiser. Alors, tant et si longtemps que les potentiels limitatifs sont présents, ben je ne peux pas me permettre d'accéder à tous ces potentiels-là. Et plus j'apprends à me libérer de ces limitations-là, ben plus je peux justement donner la permission à cette existence-là de prendre forme. Dans mon expérience, évidemment, c'est que en faisant des consultations avec des gens, on va chercher donc à libérer les programmations, les limitations pour leur donner accès à ce potentiel évolutif, c'est-à-dire de voir quelle est l'orientation que la personne doit prendre pour cheminer, évoluer et plus en harmonie avec elle. Et ça veut dire qu'elle va à tous les coups réussir? Non, parce que le potentiel limitatif peut se remettre en branle, peut se réactualiser. C'est pour ça souvent que dans les consultations que moi je fais, souvent, il y a des répétitions, c'est-à-dire qu'il y a des accompagnements pour la simple raison que ça permet justement aux gens de pouvoir devenir de plus en plus conscients que ces limitations-là, quelque part, sont omniprésentes en nous parce qu'on est tous des êtres humains et ces êtres humains-là, ben, on fonctionne sur le principe de l'identification à quelque chose. Hein, je m'identifie à ma souffrance. Hein, quand on est malade, par exemple, on va se dire, ben, je suis malade, hein, j'ai telle maladie, puis on va s'identifier à cette maladie-là. Et toute la société va nous apprendre aussi à nous identifier à cette maladie-là. Hein. La médecine classique, quand elle a identifié une maladie, ben, elle la pointe du doigt. Ah, vous avez ça, monsieur, vous avez ça, madame. Donc, on a vraiment une relation de limitation. Et on est dans une position où on a nommé les choses et on est identifié à ce quelque chose-là. Donc, tout un protocole est mis en place pour rentrer dans ce chemin-là. Et c'est sûr qu'en rentrant dans ce chemin-là, bien évidemment, on manque à quelque part la limitation. On manque encore plus cette idée quelque part qu'on est dans un cheminement. Puis ce cheminement-là, évidemment, va nous permettre, hein, dans la mesure du possible, mais on va espérer, nous permettre de faire un protocole de libération qui va nous permettre de renouer contact avec notre potentiel évolutif. Et que si on n'est pas en mesure de le faire, bien évidemment, ça veut donc dire qu'on va se renforcer dans les limitations qui vont nous ramener de plus en plus à une forme de destinée. C'est-à-dire que, par exemple, quand on a un cancer, par exemple, une maladie comme le cancer, ben, on risque de mourir. Donc, évidemment, qu'est-ce qui va déterminer qu'une personne va mourir ou pas? C'est peut-être parce que, justement, il y a des gens qui sont plus capables de voir leur potentiel évolutif. Hein, souvent, il y a des recherches qui ont été faites. Il y a un Simonton, entre autres, qui avait fait des recherches avec des gens atteints du cancer, qui avait reconnu que ceux qui en sortaient le mieux, c'était des gens qui avaient des projets. C'était des gens, quelque part, qui avaient un devenir. Ils avaient une perception de leur futur. Ils comprenaient quelque part que la maladie est une expérience et que ça allait leur permettre de libérer un certain nombre de choses pour leur permettre ensuite de enfin retrouver, de pouvoir accomplir quelque part ce qu'ils jugeaient comme étant essentiel dans leur vie, qui était le plus important de leur vie. Et ces gens-là, quelque part, parvenaient à franchir la maladie avec plus de facilité, plus d'aisance que ceux qui n'avaient pas de devenir. Parce que ceux qui n'ont pas de devenir, mais sont complètement dans les limitations du passé. Hein? Si je ne suis pas capable de voir mon futur, ça veut donc dire quelque part que je ne vois que mon passé. Et si je ne vois que mon passé, ça veut donc dire que je ne suis que capable que de répéter ce passé-là. Et c'est là qu'on tombe dans la notion du karma, la notion de la limitation, la notion quelque part du quotidien, de la routine, à quelque part. Hein, on peut comprendre que la routine est essentielle, mais cette routine psycho-émotionnelle, pourrait-on dire, c'est lorsqu'on devient complètement figé dans notre histoire, puis qu'on n'est plus capable d'accéder à autre chose que cette routine-là nous impose en quelque sorte. Je ne sais pas s'il y a des questions par rapport à ça, évidemment, n'hésitez pas à me le faire savoir si c'est le cas.
vais juste regarder, j'avais une petite question qui m'était... Non, c'était simplement un bonsoir à tous, donc c'est bien. Donc voilà. Donc, s'il y a des questions, évidemment, n'hésitez pas. Alors, ça, c'était d'un point de vue individuel, c'est-à-dire que chacun d'entre nous, on doit comprendre, évidemment, qu'on porte en nous des bagages. Ces bagages-là, quelque part, bien évidemment, peuvent nous amener donc à focuser sur le concept de la limitation, c'est-à-dire de s'identifier à des expériences émotionnelles, des blessures émotionnelles qui nous ont blessés, qui nous ont fait du mal, et on va rester comme figé dedans, et on va voir la vie avec cette espèce d'impression qu'on ne peut pas changer quoi que ce soit de notre vie. Donc, comme on ne peut rien changer de notre vie, ben, on va simplement répéter, répéter, répéter toujours les mêmes expériences. Donc, évidemment, si on commence à se rendre compte de la notion évolutive, ben, c'est là qu'on peut amener des changements. Alors, d'un point de vue individuel, il y a un peu de cette notion-là. Donc, on pourrait dire qu'on a une certaine responsabilité en tant qu'individu. On ne peut pas tout changer dans notre vie, hein. Il y a des gens qui ont des choses très difficiles, qui ont vécu dans leur vie. Donc, c'est certain que c'est plus difficile d'arriver à être capable de se libérer et d'accéder à un potentiel évolutif. Mais on a une responsabilité jusqu'à un certain point de changer des choses dans notre vie. Ce qui est la bonne nouvelle, c'est que maintenant, même la science le démontre, hein. On pense à l'épigénétique qui a mis en évidence que les gènes n'étaient pas figés, hein. On a pensé, c'est un peu comme le karma, on a pensé longtemps que les gènes ne pouvaient pas se transmuter, se transformer, et on a compris qu'il y avait un certain pourcentage des gènes qui étaient transmutables et qui étaient déterminés par l'environnement, par la façon qu'on se nourrit, par exemple, par des pratiques de méditation, pas des pratiques intuitives, etc. On peut changer, hein, quand on a une vie à quelque part qui se veut saine, ben, quelque part, on peut changer des codes génétiques, donc on peut changer en quelque sorte des limitations qui ont pu se vivre dans notre vie. Alors ça, je pense que c'est assez important de comprendre que en tant qu'individu, donc on a une capacité de faire des changements. Face à la santé, on sait que la maladie, quelque part, des fois, on a l'impression qu'elle est arrivée durant la nuit, hein. Je me suis couché cette nuit, puis le lendemain matin, j'étais malade. C'est un peu comme si la maladie nous était tombée dessus durant la nuit. Mais on sait bien que la maladie, quelque part, c'est quelque chose qui se construit à travers le temps. Donc, si je commence à comprendre ça, ça veut dire que je peux, moi, porter attention à mon corps pour le soigner, pour chercher justement à m'auto-guérir, à favoriser le potentiel santé en moi, qui correspond au potentiel expansif, hein, parce que le potentiel santé, qu'est-ce que c'est? C'est cette capacité que j'ai de constamment évoluer, changer, progresser, cheminer. On pourrait dire que le potentiel expansif, dans le point de vue psycho-émotionnel, c'est de constamment, finalement, s'ajuster à la vie en tenant compte, à quelque part, des transmutations et des transformations qui se font à l'intérieur de moi. Plus je suis figé, moins je suis capable de me rendre compte de ces transformations-là. Moi, je suis capable de m'ouvrir à ces transformations-là. Donc, je pense que c'est ça qui est important également de comprendre à ce niveau-là d'un point de vue individuel. Maintenant, je voulais apporter peut-être un autre aspect qui est l'aspect collectif. Parce que quand on parle de la bonne année, ben on se donne tous, on se souhaite tous la bonne et heureuse année individuellement, mais sûr on est quand même encadré par une société qui nous correspond à la collectivité humaine, c'est-à-dire que tous les êtres humains sur Terre, ben, ils font partie à quelque part de notre existence puisqu'ils sont en interaction avec nous. Puis on sait, par exemple, que les guerres, par exemple, on pourrait toujours se dire, ah, ben, tu sais, la guerre en Ukraine, par exemple, ça ne me concerne pas, mais c'est pas tout à fait vrai puisqu'on sait aujourd'hui que cette guerre-là, quelque part, a un impact mondial. Alors, on comprend évidemment que te dire simplement, ben moi, j'ai ma petite histoire, puis je ne veux pas m'occuper de l'histoire des autres, ben c'est pas nécessairement possible simplement d'envisager ça complètement, on fait partie à quelque part d'un système d'interaction avec les autres êtres humains. Et que c'est certain que ces autres êtres humains-là, ben, ils ont donc à quelque part un certain impact sur ma vie, hein. C'est-à-dire que si moi, par exemple, je décide de faire une lecture intuitive à une personne, ben, cette personne-là, je peux regarder ses limitations, je peux regarder à quelque part ses potentiels et je peux donc finalement constater que cette personne-là, elle a la capacité d'évolution ou pas, hein, à travers cette compréhension des potentiels limitatifs et expansifs qui sont en elle. Mais si je regarde d'un point de vue d'un pays, par exemple, comme je donne l'exemple la France ou le Canada, ben c'est évident qu'un pays, à ce moment-là, ben on parle non pas d'un individu, mais on parle d'une entité d'individus. Et la France ou le Canada, ce sont un ensemble de populations assez importantes. Et évidemment, on comprend ici que ce qui va déterminer l'avenir d'un pays, ou l'avenir de l'humanité, c'est non pas seulement donc l'individu, mais c'est vraiment l'ensemble de tous les individus qui sont impliqués dans le processus. Donc, on est beaucoup plus il y a beaucoup plus d'enjeux à comprendre pour être capable d'arriver à faire une bonne prédiction, pour être à reconnaître le bon potentiel évolutif dans une collectivité. Alors, c'est certain que dans ce sens-là, bien évidemment, vous l'avez compris que
on pourrait qu'actuellement dans le monde, avec ce qui se passe dans le monde avec l'histoire du COVID et puis bon, ce qui se passe avec l'Ukraine, il y a beaucoup d'inquiétudes et d'angoisse qui peut exister en chacun de nous jusqu'à un certain point. Puis c'est certain que si on a cet aspect, cette appréhension face à la collectivité, face au danger, qu'est-ce qui pourrait subvenir dans le futur, bien évidemment, on est de moins en moins dans le pouvoir. Et n'ayant de moins en moins de pouvoir sur la vie, ben, on devient de plus en plus limitatif, on devient de plus en plus prisonnier de notre potentiel limitatif qui, lui, va nous récupérer. Hein, parce qu'il va nous ramener à notre position de victime, notre position en quelque part d'enfant blessé, etc. Alors que si on reconnaît quelque part que nous, en tant qu'individus, bien évidemment, on peut reconnaître qu'il y a effectivement une influence collective qui existe, on ne peut pas y échapper, mais on peut également reconnaître à quelque part notre potentiel, nous, d'individualisation, qui nous amène à nous dire, bon, mais qu'est-ce que moi je fais à partir du moment que je reconnais cette influence-là? Hein, parce qu'il ne faut pas se mettre la tête dans le sable, hein, on doit reconnaître que dans le monde, à quelque part, ben, on a beau dire, par exemple, il y a deux grands courants actuellement dans le monde, je dirais, dans la vision de l'humanité, c'est-à-dire que d'une part, c'est tout va mal, hein, on s'en va dans le mur, on est dans une situation à plusieurs niveaux où tout est vraiment pas approprié. Par exemple, on comprend que il y a toute la notion de, de la collectivité à quelque part, de tous les dangers associés justement à ce qui se passe dans l'Ukraine, par exemple, qui pourrait entraîner une deuxième guerre mondiale. On peut entrevoir, bon, l'écologie comme plein de problèmes aussi qui nous amènent vers la destruction du monde. Si on va aller dans le sombre, hein, il y a des gens qui ont des visions très sombres actuellement de ce qui se passe dans le monde. Il y a toute la notion aussi du contrôle, l'impression que la société veut nous contrôler de plus en plus. Bon, il y a plein de choses comme ça. Et d'autre part, il y a des gens qui vont nous dire, ah, non, non, on est en transmutation, la collectivité est en train d'évoluer et on est en train donc d'arriver à un certain cheminement évolutif qui va nous amener vers une expérience plus mature, plus saine, tout va devenir mieux, etc. Alors, c'est deux courants que moi, je représente encore comme étant le potentiel limitatif et le potentiel expansif. C'est-à-dire que le potentiel limitatif, c'est-à-dire tout va mal. Pourquoi tout va mal? Bien, parce qu'évidemment, quand on commence à forger notre attention sur les blessures émotionnelles et les douleurs, les souffrances collectives de l'humanité et la souffrance de la planète Terre aussi, on peut arriver à concevoir qu'on se dirige vers le mur. On peut concevoir quelque part qu'on est dans une situation de souffrance et de douleur absolue. Et que dans ce sens-là, ça ne va pas très bien sur la planète Terre et la collectivité humaine ne va pas très bien non plus. Alors, c'est certain que ça, c'est le potentiel limitatif qu'on va observer. Si on regarde le potentiel évolutif, bien évidemment, le potentiel évolutif, on peut croire évidemment que tout ça va servir à ce que l'humanité devienne de plus en plus évoluer de plus en plus en harmonie. Alors, ça fait deux tendances qui sont souvent, à quelque part, qui ne se connectent pas ensemble. C'est-à-dire que les gens qui sont dans le potentiel limitatif vont rester accrochés à quelque chose qui est vraiment très terrestre et très peu ouvert, à quelque part, à une forme d'espoir. Et les potentiels expansifs, c'est souvent déconnecté de la réalité terrestre et ils vont plus mettre l'emphase sur quelque chose qui est plus d'expansif. Et ça, j'ai vu ça souvent dans les lectures intuitives. Hein. Il y a des gens, quelque part, qui sont enracinés, qui sont capables de se lever debout, puis être capables d'être très connectés avec la réalité terrestre, puis être capables de gérer la matière. Puis, il y a des gens, quelque part, qui ne sont pas à l'aise dans cette matière-là, qui ne sont pas heureux, qui ont de la souffrance et qui vont finalement plus investir dans une dimension plus spirituelle ou plus évolutive. Ça va créer comme un désaccord, tout ça. Et j'ai l'impression quand même que ces deux regards-là que je vous reflète là, mais c'est comme deux regards extrêmes d'une réalité. Puis qu'entre les deux extrêmes qu'on vient de noter, bien, il y a peut-être une vision plus juste de cette réalité-là. Et cette vision plus juste, bien, c'est la position de la personne qui est alignée avec elle-même et qui reconnaît les potentiels évolutifs, les potentiels limitatifs et qui apprend justement à apprendre à se responsabiliser par rapport à ce qu'elle peut entreprendre comme cheminement de vie pour être heureuse, pour être en harmonie avec elle, pour être en alignement avec sa vision du monde et ne pas nourrir, justement, quel que soit le potentiel à lequel elle croit, ne pas le nourrir nécessairement, parce que quand on nourrit ces potentiels-là, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on se fige l'expérience, on se fige le cerveau, on se fige la conscience dans ces expériences-là, on les rend encore plus forte, si je peux dire ça comme ça. Puis on est dans une forme de dualité. Hein. La dualité, un peu, c'est ce qu'on a connu avec le COVID, avec l'histoire des vaccins et tout ça. Il y avait des gens qui étaient pour et des gens qui étaient contre, et il y avait une espèce de dualité. Et cette dualité-là, finalement, elle entraînait quelque part des conflits chez plein de monde. On peut se poser la question à savoir à quoi ça servait
que de vivre ces conflits-là. Hein, si on commence à comprendre que chaque être humain a une certaine responsabilité puis a un droit de faire des choix, ben, à quelque part, il n'a qu'à faire ses choix, tu vois, et que plus on nourrit à quelque part cette espèce de position de dualité, ben, plus à quelque part on cultive justement ce que je disais tantôt, le potentiel limitatif, hein, c'est-à-dire que même si quelqu'un se dit très évolué et très désireux à quelque part d'être dans l'expansion, mais qu'il est complètement prisonnier de ses peurs, de ses insécurités parce que la société le contrôle, je ne sais quoi, ben à quelque part, il va finalement beaucoup plus être dans la limitation que dans le processus de l'évolution. Donc, c'est pour ça que la voix de l'individu, pour moi, est une voix importante. Et quand je dis la voix de l'individu, ça ne veut pas dire un individu qui est seul au monde, mais un individu qui peut collaborer avec d'autres individus pour développer un esprit de communauté dans lequel il va y avoir quelque chose de constructif, de positif qui va en ressortir. Je pense que c'est ça qui peut être la voie la plus saine, la plus heureuse dans cette vision de la collectivité, hein, parce qu'on peut se sentir très petit quand on regarde l'histoire de l'humanité actuellement. Ben, l'humanité, les pouvoirs font un peu ce qu'ils veulent. Donc, nous, en tant qu'individus, on a peu de pouvoir face à ça. Et je pense que c'est important de se rappeler que le pouvoir que l'on a, c'est de commencer à se reconnaître et se donner la permission d'exister en accord avec nous-mêmes. J'avais une question, je vais juste aller voir la question qui m'avait été posée. Si on croit au pouvoir collectif, cela nous amène aussi à s'éloigner de la peur collective et à se sentir plus fort. Si on croit au pouvoir collectif, oui, bien sûr. Maintenant, ce pouvoir collectif-là, dont il est question ici, il y a quelque chose de bien dans l'idée du pouvoir collectif, bien sûr, mais il y a aussi beaucoup l'illusion, malheureusement. C'est-à-dire qu'en croyant au pouvoir collectif, moi, je dirais croire au pouvoir collectif, c'est croire au pouvoir de la communauté. C'est-à-dire que moi, je peux me tenir debout, assumer que je suis un individu qui peut faire que ma vie soit plus en harmonie avec moi, et je peux collaborer avec d'autres êtres humains qui ont une pensée commune avec la mienne. Donc, ça veut dire que là, je crois au pouvoir de la collectivité, c'est-à-dire que je m'adresse aux gens qui vont pouvoir finalement collaborer avec moi et qui vont pouvoir m'aider à cheminer dans ma vie. Et c'est là que ça devient, je pense, une voie intéressante, parce que si on croit au pouvoir collectif, je vous donne des exemples, à chaque fois qu'il y a une guerre, il y a des gens qui vont commencer à se retrouver à faire de la méditation pour la paix. Et puis moi, je trouve, c'est intéressant de faire cette méditation pour la paix, bien sûr, mais je me dis, est-ce que ce ne serait pas plus simple de faire la méditation pour la paix tout le temps? Hein? Pourquoi attendre qu'une guerre se manifeste pour répondre à ça en faisant une méditation pour la paix? Alors pour moi, cette méditation pour la paix elle est générée par la peur, puis par quelque part le potentiel limitatif hein, qu'on ressent dans nous, qui va nous pousser à faire quelque chose de cet ordre-là. Donc, moi, je me dis finalement que ce retour dans une position d'alignement avec nous-mêmes, c'est être capable justement de faire face à des situations de crise comme celle-là, tout en apprenant justement à faire des actions qui vont être dans le long terme, je dirais, en harmonie avec le désir de changement que l'on souhaite manifester dans notre vie. C'est ça un petit peu que je dirais par rapport à cet aspect-là. Donc, c'était un peu, je ne voulais pas que ça soit trop long, la démarche, parce que je voudrais faire des lectures d'âme, puis je vais faire une petite méditation également pour vous amener à développer cette vision que je veux vous transmettre là, de quelle façon que moi, je peux être davantage en harmonie avec la plus belle version de moi-même. Parce qu'au Nouvel An, quelque part, on se transmet des bons vœux, on peut être finalement plus ou moins limitatif, plus ou moins expansif. Puis l'idée, c'est de finalement, de quelle façon que durant l'année, je peux favoriser cette nature expansive en moi, puisque plus je vais la transmettre, cette vision expansive de l'être que je suis, plus je vais être capable justement d'élever, d'avoir une année qui va être la plus heureuse, parce que finalement, vous comprenez que quand je suis en relation avec mon potentiel, ben, quoi qu'il arrive dans ma vie, bien sûr qu'on a tous à vivre des choses dans une vie, dans une année, à quelque part, dans un contexte de collectivité, on vit tous des choses, on est tous prisonniers un peu de la collectivité, mais plus j'apprends, moi, à me sentir plus en force et en harmonie avec moi, plus je suis capable de faire face à la situation. Et je pense que c'est peut-être une belle façon d'envisager un regard sur l'avenir. Le regard sur l'avenir n'est pas déterminé tant par la collectivité qui m'influence, bien sûr, mais plus moi, j'apprends à me sentir en paix et en harmonie avec moi, puis à agir en conséquence, mais plus j'apprends à me dégager, puis à me libérer de la situation. Je ne sais pas si qu'est-ce que vous en pensez de ce que je vous raconte, si vous êtes en désaccord total ou en accord total, vous êtes prêt à m'applaudir ou de me transmettre à quelque part des éléments critiques, mais soyez attentifs, soyez bien à l'aise, vous pouvez me poser des questions, ça me fera plaisir d'y répondre. Mais tout ça pour vous dire, parce que finalement, dans ma pratique intuitive, moi, ce que j'ai observé, c'est qu'il y avait beaucoup de personnes qui finalement avaient la pensée magique. Et la pensée magique, c'est de se dire, bon, je vais faire de la prière, puis en faisant de la prière, ben, quelque part, je vais amener la paix dans le monde.
c'est super comme idée, puis c'est sûr que la pensée collective doit nous amener justement à croire à ça. On peut facilement envisager quelque chose comme ça, mais l'évolution humaine n'est pas encore rendue à un stade assez élevé, je dirais, pour envisager ça. Donc, on doit prendre conscience que cette notion de prier pour l'humanité, c'est super, c'est noble, mais moi, je pense que j'ai plus de chances d'avoir une influence sur ma vie si je prie pour moi et que je reconnais quelque part que je puisse collaborer avec l'humanité dans la capacité que j'ai de collaborer avec elle. Si l'humanité va dans une direction qui va à l'opposé de qui je suis, ben je dois, moi, quelque part, reconnaître que la collectivité, ben, elle ne suit pas un chemin qui me convient, donc j'ai besoin de me retrouver avec des gens qui vont prendre le chemin qui va me convenir davantage. Parce qu'il faut savoir qu'actuellement, moi, ce que je regardais un petit peu quand on regarde un peu la notion du futur, hein, tu sais, on pense de l'intelligence artificielle, par exemple, actuellement, qui est devenue de plus en plus importante. Puis moi, j'ai l'impression quand même que l'intelligence artificielle, qu'est-ce que c'est? C'est une façon d'amener Dieu. Un nouveau Dieu, un Dieu finalement qui est plus accessible, puisque c'est un Dieu qui est inventé par l'être humain. Et là, l'être humain est très content, parce que lorsque l'être humain est capable de dire, j'ai inventé Dieu, ben, ça veut donc dire quelque part qu'ils ont le pouvoir sur Dieu. Et Dieu, ben, quelque part, peut donner accès à une certaine connaissance parce que l'intelligence artificielle nous permet d'accéder au savoir humain, en quelque sorte, et être capable de transmettre le savoir humain à travers justement un processus, à quelque part mathématique, qui fait que l'intelligence artificielle est capable d'amener des points de vue, des réflexions, etc. Et que d'une certaine façon, ben, cette intelligence-là, artificielle, ben, qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'elle nous rend de plus en plus éloignés finalement de la sagesse intuitive qui est en soi et d'accéder à quelque chose de plus en plus inaccessible, je dirais, hein. C'est-à-dire qu'on devient de plus en plus comme devant un Dieu, à quelque part, qui est une forme d'intelligence artificielle, et devant des pouvoirs, quelque part, qui vont de plus en plus être capables de justifier les actions qu'ils vont pouvoir faire. Par exemple, face à ce qu'on pourrait appeler le contrôle qui pourrait être amené dans la collectivité avec l'idée que l'intelligence artificielle, ben, finalement, vienne chapeauter tout ça. Hein. Moi, pour moi, il y a quelque chose de cet ordre-là qui pourrait potentiellement être là. Alors, je pense que c'est important, donc, évidemment, que nous, en tant qu'êtres humains, ben, on commence à comprendre quelque part que cette position d'aliment qu'on cherche à manifester dans notre vie, ben, prend son sens de plus en plus fortement, puisque c'est la voie, certainement, qui est une voie la plus sûre, je dirais. Je vais aller voir les questions, puisque j'ai vu qu'il y en avait. Donc, oui, il y aura donc un replay. On me parle que ça bloque, que ça coupe sans cesse. Donc, je ne sais pas si les autres l'expérimentent. C'est la seule personne qui me fait part de ça. Donc, je suis désolé. Mais il y aura donc un replay. Karine qui m'a dit 100% d'accord. Comment dépasser les blocages des blessures? Ben, les blocages des blessures, la première chose, moi, ma façon de voir les choses face à cette notion de blocage des blessures, c'est que la première chose qu'on cherche à faire lorsqu'il y a un blocage, c'est qu'on cherche à reconnaître que c'est un messager. Alors, le messager, ça veut dire, supposons que moi, je me sens constamment abandonné dans ma vie, ben, quelque part, je vais aller porter attention vers la partie de moi qui se sent abandonnée pour prendre le temps d'écouter qu'est-ce qu'elle a à me dire. Alors, ça se fait dans une démarche intuitive et dans laquelle on va apprendre à reconnaître qu'à l'intérieur de moi, il y a donc une information qui se manifeste sous la forme de moi, Sylvain, qui peut être plus un jeune enfant ou qui peut être adulte, mais qui a vécu une expérience d'abandon à plusieurs reprises. Et cet enfant-là va donc, ou cette énergie-là va me transmettre effectivement la raison d'être de ses blessures, etc. Donc, la première chose, c'est la connaissance. La connaissance de soi, c'est être capable d'avoir la maturité pour accueillir ce qui est. Ce qui est, c'est la souffrance, la douleur, la difficulté qui est là, et on apprend justement à l'accepter. Et en l'acceptant, ben, ça nous permet donc de pouvoir justement avoir un regard juste envers elle. Et à partir de là, on va chercher à amener la notion de déprogrammation qui est assez simple, mais pas facile à appliquer, qui consiste simplement quand je dis pas facile à appliquer, c'est pas facile à appliquer dans un contexte, là, justement, que si on n'a pas un enseignement, etc. Mais quand on cherche à appliquer la déprogrammation, c'est qu'on cherche simplement à transmettre ce qui nous est demandé. C'est-à-dire que moi qui souffre d'abandon, ben, cette partie-là de moi pourrait me dire, mais Sylvain, j'aurais besoin quelque part que tu me donnes de l'amour. Pour prendre un exemple simple, ben, donner de l'amour, ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, en tant que Sylvain, je peux par mon pouvoir d'intention, créer dans ma relation avec cette énergie-là une forme d'amour. Et de l'amour, je vais lui donner. Et qu'est-ce qui est particulier dans tout ça? C'est que quand je donne de l'amour à cette énergie-là, il y a donc une transformation qui va se manifester. C'est-à-dire qu'une énergie qui souffre va souffrir moins parce qu'elle va reconnaître effectivement qu'il y a un potentiel évolutif qui commence à prendre forme. C'est-à-dire que je la libère de ses croyances, de ses limitations, je la libère de sa souffrance, de sa douleur,
Et ça me permet de voir que derrière ce sentiment d'abandon, ben, se dissimule justement une facette de moi quelque part qui ne s'est jamais senti reconnue. Elle s'est jamais sentie reconnue et je vais prendre le temps de lui demander pourquoi et ensuite je vais lui donner ce dont elle a besoin pour l'amener à évoluer. Puis tout doucement, je vais constater que cette facette-là de moi, ben, elle va commencer à se sentir de plus en plus en harmonie et en accord avec qui je suis et qu'elle va me montrer quelque part le chemin d'un potentiel évolutif qui est en moi, qui a envie de s'exprimer, de se manifester. Et c'est là, quelque part, que je vais commencer justement à accompagner cette énergie-là pour amener une transformation à se manifester et à prendre forme. Alors, c'est comme ça qu'on va arriver justement à favoriser le déblocage des blessures, c'est que d'une part, il y a la connaissance de soi, d'une autre part, il y a la notion de déprogrammation qui va être importante puisqu'on libère les programmations limitatives. C'est là qu'on donne accès au potentiel évolutif. Et ensuite, on va passer par le soin. Le soin, qu'est-ce que c'est? C'est une façon de renforcer la nouvelle énergie qui est présente. On va donc transmettre un soin pour amener le changement qui est en train de prendre forme à devenir de plus en plus solide, de plus en plus fort, de plus en plus vitalisé. Et de cette façon-là, bien évidemment, on va commencer à chercher à accueillir cette énergie-là qu'on a transformée, de chercher à l'accueillir pour l'intégrer en soi. Et cette intégration-là, bien évidemment, va nous amener justement cette nouvelle vision de qui nous sommes, ce nouveau potentiel évolutif que nous avons en soi. On va le ressentir de plus en plus clairement en nous. On va chercher donc à chercher à l'actualiser pour évoluer et de plus en plus être en harmonie avec soi. Donc, ensuite, bon, on va chercher à mettre en application, dans le concret, par des actions qu'on va chercher justement à s'accompagner dans la démarche pour voir de quelle façon qu'on est capable d'actualiser le changement que l'on souhaite. C'est comme ça qu'on va chercher à manifester ce désir de libérer des blessures émotionnelles, Marianne. Donc, j'espère que j'ai répondu à ta question. Euh, Isabelle qui me dit que tout était très clair, mais tant mieux. Michel, on peut aussi envisager l'intelligence artificielle à bon escient au service de l'humain. Tout à fait, Michel. Et c'est certain que ça fait partie justement de c'est pour ça que la notion de prédiction est toujours un peu dangereuse parce que quelque part, il y a les potentiels évolutifs, les potentiels limitatifs qui existent chez un individu comme dans une collectivité sont quelque part des regards, quelque part, qui sont reliés à des limitations. Les limitations, qu'est-ce que c'est? C'est la conscience humaine qui est limitée. Alors, cette conscience limitative-là, évidemment, donc, Michel a raison en disant que l'intelligence artificielle peut être utilisée à bon escient, sauf que la conscience limitative de la collectivité humaine, elle peut-elle être capable de reconnaître qu'elle puisse l'utiliser à bon escient? C'est la question qu'on peut se poser. Et poser la question ne veut pas dire que c'est une vérité que ce que je viens d'affirmer. Ça veut juste dire quelque part que c'est une hypothèse que j'émets. Et cette hypothèse-là est importante puisqu'elle me permet d'avoir une conscience de quelque chose qui pourrait se manifester. Je ne vais pas la nourrir, je ne vais pas la stimuler. Je vais simplement reconnaître que c'est possible. Et cette possibilité-là fait que moi, je peux agir en harmonie, évidemment, avec ce que je suis dans ma position d'alignement pour apprendre justement à faire de ma vie quelque chose qui soit le plus heureux et le plus harmonieux, tout en étant conscient de ce qui est possible de. C'est important de comprendre ça parce que justement, dans la démarche intuitive, dans une consultation avec quelqu'un, quand je le fais, j'amène cette notion-là aussi. C'est-à-dire que quand je donne des informations intuitives à quelqu'un, je ne dis pas que j'ai la vérité. Je lui dis simplement que ce sont des hypothèses que je suis en train d'émettre avec elle et que les idées de ces hypothèses-là viennent enrichir sa compréhension et son point de vue pour l'amener justement à être capable de porter un regard sur sa propre vie qui soit de plus en plus objectif et dans lequel il puisse y avoir effectivement des prises de conscience qui soient les plus harmonieuses qui puissent être effectuées. Alors, c'est pour cette raison-là que je vais chercher donc à manifester un peu cette façon de faire-là. Tu vois? Il y a une autre question qui me posait ici, c'est bonjour Zineb. Alors, en gros, pour se libérer des schémas répétitifs, il faut accepter de la reconnaître et se connecter avec une version de nous alignement avec notre véritable être, reconnaître le potentiel évolutif. Alors, quand tu dis il faut accepter de le reconnaître, c'est d'apprendre à écouter le message qui anime notre être. C'est-à-dire que les blessures qui sont en moi, les schèmes limitatifs qui sont en moi, ce sont des mémoires limitatives. C'est-à-dire que moi, quand je vais voir l'enfant de 5 ans qui se sent abandonné, c'est un schéma limitatif. Quand je vais voir une facette de moi adulte qui manque de confiance et qui ne s'aime pas, c'est un potentiel limitatif. OK? Alors, ces potentiels limitatifs, ces schèmes limitatifs-là, quelque part, je dois apprendre à les écouter. Parce que ces schèmes limitatifs-là, ce ne sont pas moi, ce ne sont que des états de conscience qui sont en moi. Et ça, c'est très important de faire la différence. Parce que si je reconnais que c'est moi, ça veut donc dire quelque part que je suis complètement identifié à eux et que je ne suis pas capable de m'ouvrir à autre chose.
qu'eux. Alors que si je prends conscience que je peux justement écouter ce qu'ils ont à me dire, mais ça veut dire quelque part que je reconnais qu'ils sont une entité qui est distincte de moi. Cette entité distincte de moi, si j'apprends à l'écouter, ben, je peux apprendre à lui donner également tout ce dont elle a besoin pour ne plus être dans sa souffrance. Et c'est là, quelque part, que cette fameuse version de soi plus améliorée va prendre forme parce que je vais lui donner finalement ce dont elle a besoin pour qu'elle ne soit plus dans un processus de limitation. Et c'est comme ça que je vais arriver justement à accéder à un potentiel évolutif puisque je vais libérer les programmations limitatives qui sont en moi. C'est comme ça que je vais procéder à ce moment-là. Donc, j'espère que j'ai répondu à ta question, Zineb. Donc, j'étais rendu à l'étape maintenant pour ceux, je vais peut-être faire une lecture d'âme ou deux ou trois, maximum trois, pour juste illustrer un peu le thème de ce que je voulais amener. Donc, je ne sais pas s'il y a quelqu'un, je proposerais que vous mettiez ça sur le chat, hein, une personne avec qui je pourrais faire une lecture d'âme. Qu'est-ce que c'est qu'une lecture d'âme? Ben, finalement, c'est quelque chose qui se fait sans prétention, hein. C'est comme simplement l'idée de me mettre en relation avec quelqu'un et de pouvoir justement prendre le temps de reconnaître ce qui anime cette personne dans son champ énergétique et ensuite donc de faire une déprogrammation puis un soin sommairement, évidemment, pour donner une information, mais ça va me permettre de vous montrer un peu la notion des potentiels limitatifs et expansifs que je voulais vous présenter. Donc, la première personne qui s'est présentée à moi, attendez un petit instant, c'est Marianne. Alors, Marianne, je ne sais pas si tu es toujours là. Est-ce que tu as un thème que tu voudrais que je regarde ou je regarde simplement ce qui est présent en toi globalement? Je vais commencer avec peut-être la globalité, puis ensuite on pourra échanger ensemble si tu le veux bien, Marianne. Tu vois, Marianne, la première chose que moi je sens quelque part, puis là on va regarder ça avec le regard que je vous ai porté un petit peu au niveau du potentiel limitatif expansif. La première chose que je vois chez toi, Marianne, c'est un potentiel, c'est un schème de limitation. Tu sais, quand on dit, par exemple, je me sens perdu, je me sens perdu parce que je pourrais aller à gauche, je pourrais aller à droite, je pourrais en avant, je pourrais en arrière, mais finalement, j'ai l'impression que toutes les portes sont fermées. Donc, à quelque part, il y a comme une espèce de regard sur la vie qui est complètement limité, qui m'isole et qui me fait souffrir parce que j'ai l'impression que justement toutes les avenues possibles que je pourrais prendre sont fermées. Donc, je me retrouve dans une situation quelque part où ma vie, ben, quelque part, ben, je suis un peu coincé parce que j'ai pas de solution, j'arrive pas à voir clair par rapport à la vision que j'ai de ma vie et de ce que ma vie pourrait être. Alors, toi, c'est un petit peu ça que je dirais pour commencer avec toi, Marianne. Donc, ça, c'est un peu l'observation de ce qui est. Toi, donc, c'est-à-dire, pour moi, ça, c'est une limitation qui, si elle demeure présente dans notre champ énergétique, ben, elle va simplement cultiver ce qu'on pourrait appeler la limitation. Et là, ce qu'on va chercher à faire, évidemment, c'est la notion de déprogrammation, c'est-à-dire de donner à Marianne, dans son champ énergétique, une information qui va permettre justement d'accéder à quelque chose de plus évolutif à ce moment-là. Donc, Marianne, est-ce que tu peux me confirmer si ça te parle ou pas ce que je viens de te dire? Oui, OK. Donc, je vais maintenant passer à l'étape du soin. Toi, ce que je te dirais, Marianne, c'est que quand on interagit avec ton champ énergétique, la première chose qu'on ressent, moi, je sentais ça beaucoup au niveau du cœur, cette espèce d'enfermement que je te décrivais. Et dès qu'on interagit avec la région de ton cœur, on sent que c'est la région du ventre qui ressort. Et ce qui ressort à ce moment-là, c'est vraiment une facette de toi. Pour moi, c'est comme un enfant, une petite fille. Et cette petite fille-là, quelque part, elle a un grand potentiel de réaction, un grand potentiel de changement, je dirais aussi, mais elle ne s'est jamais fait confiance. Quand on se fait pas confiance, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on fait confiance aux autres. Donc, on devient un adulte, mais un adulte qui est en accord avec ce que les autres voudraient, en accord avec ce que les adultes voudraient que l'on soit. Donc, on devient ce que les autres veulent que l'on soit. Et on ne devient pas qui on est vraiment. Et là, j'ai l'impression que quand on regarde la région de ton chakra sacré, ce que je sens, c'est que tu as envie de plus en plus d'être en accord avec toi, d'être en harmonie avec toi. Toi. Et cette envie d'être de plus en plus en harmonie avec toi, mais fait qu'il y a comme un caractère assez fort qui est en toi, qui veut s'exprimer. Un peu comme si, quelque part, il y avait une femme qui avait envie maintenant de dire, bon, ben voilà, moi, il y a des choses que j'accepte, des choses que je n'accepte pas, il y a des choses que je veux, des choses que je ne veux pas. Donc, une espèce de fermeté, une forme de force, une forme de puissance qui est présente et qui a envie, donc, de se faire valoir quelque part son droit à l'existence. C'est un peu ce que je te dirais par rapport à ça, Marianne. Je ne sais pas ce que tu en penses de ça.
Tu me dis oui. Bon, elle me dit oui. C'est pas plus, pas plus clair que ça. Ça veut donc dire quelque part que ça va dans le sens que tu comprends bien ce que je veux dire, donc. Angélique qui me dit c'est vraiment intéressant, merci, mais merci à toi de trouver ça intéressant. C'est toujours agréable de l'entendre. On sait jamais, des fois, on peut être ennuyant et plate, mais c'est pas le cas, selon Angélique, tant mieux. Alors, ça me fait plaisir. Donc, Marianne, as-tu d'autres choses que tu voudrais me dire par rapport à ça ou des questionnements? Que je te dirais, moi, l'autre chose que je te dirais, Marianne, par rapport à ça, c'est que cette femme qui a envie de manifester son caractère fort plus puissant, ben, il va falloir évidemment qu'elle le fasse en apprenant à se faire confiance. Et en apprenant à se faire confiance, tu vois, comme dit, comment est-ce que je peux dépasser cela? Mais je pense que tu peux dépasser cela, mais avec le temps, en te donnant la permission de reconnaître qu'en dedans de toi, il y a une femme, justement, qui a envie, donc, de prendre sa place, mais qui, en même temps, quelque part, une conscience que si elle prend de la place, elle risque de payer un prix. Le prix, c'est évidemment de l'abandon. Hein, on va l'appeler comme ça. L'abandon, c'est que si je prends ma place, il y a des gens, est-ce que les autres personnes qui sont autour de moi vont aussi m'accorder le droit de prendre ma place? Est-ce qu'ils vont me donner le droit de m'aimer? Est-ce qu'ils vont me donner le droit, quelque part, d'exister? Et je pense que c'est ça, quelque part, que tu dois, l'étape que tu dois franchir, Marianne, c'est d'apprendre à te faire confiance au point de te donner la permission d'exister pour toi-même. Et exister pour soi-même, c'est que quand on existe pour soi-même, on reconnaît quelque part que les gens qui sont autour de nous, ben, ils devraient être heureux de nous voir exister pour nous-mêmes et que s'ils ne sont pas heureux, ben, on peut leur faire part de notre déception concernant ça. Puis, à quelque part, de l'expliquer qu'on a été longtemps quelqu'un qui s'est perdu, qui s'était éloigné d'elle-même, et que là, on est content de retrouver ce que nous sommes, et qu'on aimerait que les gens que l'on aime, ben, quelque part, aient envie de collaborer avec nous. Alors, je pense que c'est ça un petit peu que je sens qui est le chemin qui pourrait être utile pour évoluer dans cette direction-là, tu vois. Parce que ça demande, évidemment, j'ai des difficultés à passer à l'action. C'est clair que, comme je te disais tantôt, évidemment, l'idée du potentiel limitatif, c'est lui qui gère quelque part dans ta vie actuellement cette transformation-là. Parce que quand on reconnaît qu'on est devenu quelqu'un d'autre et qu'on doit le manifester devant tout le monde, bien évidemment, c'est là qu'on incarne notre potentiel expansif. C'est là qu'on dit à tout le monde, oyez, oyez, les amis, j'ai changé, voilà ma nouvelle version, et vous allez donc devoir l'accepter. Et ça demande un certain courage, puis une certaine force. Et on n'a pas à le faire en une journée, puis on n'a pas à le faire en 5 minutes. Mais on a par contre à cultiver ce changement-là comme étant une voie utile et essentielle. Ça veut dire quoi? Ça veut donc dire avoir un petit journal intime dans lequel on prend le temps de reconnaître ce potentiel évolutif qui est en nous, qui a envie de s'exprimer et de le donner, de lui donner de plus en plus d'importance pour qu'il puisse prendre la place qui lui revient. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose d'important pour toi, Marianne, de te donner la permission de ne pas te demander l'impossible, mais de demander quelque part ce que j'appelle le possible. Le possible, c'est quoi? C'est chaque pas que tu fais est un possible. C'est-à-dire que tu te donnes la permission, même si ce sont des petits pas, d'aller dans la direction que toi, tu souhaites mener. Et ce que tu souhaites mener, c'est ça qui va cultiver en toi cette volonté de changement. Donc, ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais ça se fait à travers une durée dans le temps. Et je pense que c'est important que tu te respectes dans le rythme que tu as te donné à ce niveau-là. Donc, ça va aller pour toi, Marianne. Je m'arrêterai ici pour toi. Je vais te proposer, je ne sais pas ce que je veux ni quelle direction prendre. Moi, je te dirais de réécouter ce que je viens de te dire, pas non ce que je viens de te dire à l'instant, mais ce que j'ai dit précédemment, c'est-à-dire qu'il y a en toi quelque part une femme qui a un caractère. Et je pense que le caractère, évidemment, ça suppose, évidemment, hein, que si j'ai du caractère, ben, je vais devoir prendre position face à des gens. Prendre position, c'est-à-dire dire ce que je ressens, ce que je veux pas. Et c'est certain que c'est pas quelque chose de facile pour toi, parce qu'évidemment, dans ton éducation, on t'a pas enseigné à le manifester. Toi, le caractère fait peur aux autres. Oui, le caractère fait peur aux autres, tu as bien raison. Mais le caractère qui fait peur aux autres, c'est ton caractère. Donc, le plus beau cadeau que tu peux te faire, c'est de te donner la permission de reconnaître ce caractère-là, tu vois, et de lui donner l'autorisation d'exister. Et je pense que si tu te donnes l'autorisation d'exister dans ce caractère-là, ben, tu risques effectivement de pouvoir commencer à t'apprécier, puis à t'aimer, puis à faire comprendre aux autres, à quelque part, que ce caractère-là qui est en toi, mais c'est ce que tu es. Donc, la première étape dans ça, c'est l'amour de soi. L'amour de soi, c'est j'aime le caractère que j'ai.
Parce qu'on se le fait reprocher tout le temps. Chez plein d'êtres humains, on se reprochait quelque part d'avoir du caractère, d'être ceci, d'être cela. On n'est pas facilement accepté naturellement par les êtres humains. Il y en a qui le sont, hein, mais beaucoup de gens, on se fait beaucoup souvent critiquer par le regard que les autres portent vers nous. Ah, je suis tout fatigant, je suis tout exigeant, je suis tout ceci, je suis tout cela. Et évidemment, nous, à quelque part, on doit un jour accepter qui on est. Parce que si on n'accepte pas qui on est, qui va le faire? Donc, l'acceptation passe par nous-mêmes. Donc, la première étape pour toi, c'est sans doute de passer par l'acceptation que toi, tu es ce que tu es et que si tu te donnes cette permission-là, c'est là que tu vas risquer de te rendre plus réceptive à toi-même à ce moment-là. Donc, c'est ça un petit peu que j'avais à te dire par rapport à ça. Je vais peut-être prendre une deuxième personne pour... Et ensuite, on va faire la méditation si vous le voulez bien. Donc, je prendrai peut-être une deuxième personne pour pouvoir le faire. Donc, OK. Donc, il y a celle qui me dit grande difficulté également à trouver ma place et ressentir à nouveau ce qui pourrait m'appeler. J'ai pourtant su le faire à un moment donné. Si vous avez une lecture à me partager, je veux bien également. Alors, évidemment, il y a d'autres personnes qui m'avaient fait la demande, Lucille, par rapport à ça. Mais toi, cette notion de trouver sa place, évidemment, passe par quelque part cette position justement d'honnêteté avec soi-même, d'être vrai avec soi, c'est de reconnaître quelque part qui je suis, qu'est-ce que je veux vraiment. Et on peut toujours se dire, ben si je continue à me faire aimer de telle personne, ben, tout va bien aller, mais c'est pas me faire aimer par quelqu'un qui fait que je m'aime. Alors, je pense que être honnête avec soi, c'est de reconnaître cette envie qu'on a de s'aimer et de se donner la permission de s'accepter et de se tolérer, de s'ouvrir véritablement. Et puis, la première personne qui a manifesté, bon, il y a Glaise qui disait écouter son cœur, évidemment. Je pense que c'est une bonne remarque, évidemment. Écouter son cœur, c'est d'être attentif, justement, à cette vérité qui est en nous, à la vérité intuitive qui est en nous. Hein. C'est-à-dire qu'on, quand on écoute notre petite voix intérieure, on se rend bien compte qu'il y a des choses dans nous qui ont un certain impact dans notre vie. Donc, la première personne qui m'a fait la demande, c'est Zineb. Alors, Zineb, on va y aller avec toi pour cette expérimentation. Alors, toi, Zineb, quand je te perçois dans un premier temps, c'est comme si tu étais plusieurs personnes à la fois. C'est-à-dire que, comme si à quelque part, tu étais tellement partout à la fois en même temps que tu es nulle part ailleurs, t'es nulle part d'une certaine façon, comme s'il y avait trop de dispersion dans le mouvement énergétique que je perçois de toi. Et puis ton mental est très rapide, donc beaucoup de mouvements dans ta tête également, mais des mouvements qui ne vont pas en profondeur, c'est-à-dire que ça va en superficie. C'est un peu comme si j'ouvrais plein de portes, mais que je ne prenais aucune porte. Donc, les portes sont ouvertes, c'est super, j'ai l'impression d'être dans plein de possibilités, mais il n'y a aucune porte que j'ai prise. Donc, le fait que je n'ai pris aucune porte, ben, fait effectivement que j'ai l'impression d'avoir plein d'options, mais aucune véritablement qui a été prise, qui a été considérée et qui a été approfondie. Et moi, je te dirais que la première chose que j'ai l'impression qui est à faire pour toi, c'est de commencer effectivement à construire une porte, de prendre une porte et de te dire, bon, de quelle façon que cette porte-là, ben, je peux maintenant pénétrer dedans et en faire quelque chose qui correspond davantage à qui je suis. Toi, ce serait un petit peu ça que je te dirais par rapport à ça. Je ne sais pas si tu es en mesure de me revenir là-dessus, Zineb. Ensuite, on va donc passer à l'étape du soin ou de la déprogramation, les deux à la fois. Oui, absolument. Ça, ce que je sens, c'est que quand on te ramène dans ton être intérieur, on te ramène vers une souffrance. La souffrance, c'est quelque part de celle qui manque de confiance en elle. Et celle qui manque de confiance en elle, c'est celle qui veut prouver à tout le monde qu'elle a fait des bons choix, qu'elle a pas des bonnes directions, qu'elle a fait des bons cheminements. Donc, finalement, on voit que c'est la limitation qui parle. Hein. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui te ramène constamment à te dire, ben moi, je dois prouver à tout le monde que j'ai finalement fait les bons choix, que j'ai pris la bonne direction, etc. Donc, finalement, ça cache à quelque part une insécurité qui est en toi. Un peu comme quelqu'un qui pourrait me dire, je suis toujours une gaffeuse, je fais toujours les mauvais choix, je fais toujours des erreurs. Comme ça, on a vraiment l'impression d'avoir un manque de jugement. Tu vois? Alors, pour moi, ça touche vraiment l'aspect limitatif hein, de ce dont je parle ici. C'est vraiment la limitation qui fait quelque part qu'on est stimulé à avancer et à progresser, mais toujours dans un sentiment quelque part qu'on est à côté de cette volonté que l'on a de se choisir véritablement, tu vois. Et c'est ça un petit peu que je te dirais par rapport à ça. Alors, tu me dis justement, j'ai besoin de focuser en ayant la foi, mais c'est ça, en ayant la foi, c'est de commencer à croire en toi
Puis croire en toi, c'est commencer à arrêter justement de vouloir prouver aux autres que tu es capable de faire quelque chose, mais de te prouver à toi-même ce que tu veux faire. Donc, c'est pas la même chose. Parce que se prouver à nous-mêmes ce qu'on veut faire, c'est de commencer à reconnaître qu'à l'intérieur de nous-mêmes, il y a quelqu'un qui s'est jamais donné la permission de croire en elle. Et quand on n'a jamais cru en soi, ben, c'est difficile pour nous de prendre une certaine direction qui est en accord avec nous-mêmes, parce qu'on est toujours dans la tension de devoir prouver aux autres. Et comme on manque de confiance, ben, on n'arrive pas à descendre dans nos jambes. Parce que descendre dans nos jambes, ça signifie justement de retrouver un certain calme, une certaine tranquillité et de reconnaître que ce que nous, on a envie, c'est de prendre le chemin, quelque part, que moi j'appelle un chemin d'indépendance. Le chemin d'indépendance, c'est pas quelque chose qu'on fait pour faire plaisir aux gens, c'est un chemin que l'on fait parce qu'on veut se faire plaisir. Parce qu'à quelque part, on veut finalement dévoiler quelque part notre créativité, notre originalité, notre particularité, notre façon de fonctionner qui est la nôtre, et on n'a plus envie, à quelque part, de s'obliger à montrer à des gens qu'on a réussi ou qu'on va réussir à la fin de leur prouver quelque chose. J'ai l'impression qu'on a vraiment besoin de se dégager de ça pour accéder à ce nouveau chemin que tu aurais envie de prendre. Je sais pas ce que tu en penses de ça, Zineb. Tu as raison. Puis ce que je dirais aussi, c'est que au niveau des jambes, il y a quelque chose de vraiment apprivoisé parce qu'il y a un manque de confiance. Puis c'est là qu'on parle de la limitation. Hein. Cette limitation, quelque part, ben, nous garde dans une forme de paralysie. Et c'est ça qui fait qu'on disperse notre être. Et je pense que ça va être important que tu sois attentif, justement, que quand on manque de confiance, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on doit, à quelque part, se prendre par la main, puis se sécuriser, se réconforter. On a l'impression d'avancer moins rapidement, mais on a l'opportunité, justement, de se rendre compte qu'à l'état de nous-mêmes, on a une envie de choisir à quelque part notre être profond. Et cet être profond, ben moi j'ai l'impression que c'est un peu comme s'il y avait quelque chose de très sombre face à lui, comme s'il avait l'impression quelque part d'être diabolique, d'être maléfique, d'avoir fait des choses qui étaient incorrectes, que tu n'étais vraiment pas dans la justesse, que c'était pas bien ce que tu as fait, que tu étais une méchante personne. Alors j'ai l'impression que tu portes en toi la douleur et la souffrance associée à ça. Donc c'est évident que on ne pourra pas faire tout le cheminement aujourd'hui, mais je pense qu'il y a vraiment comme tout un apprentissage que tu as à faire pour apprendre effectivement à faire la paix avec cette femme-là que tu es. Bien sûr qu'on peut te dire que tu es une méchante personne. Bien sûr que toi, tu peux dire, ben, tu peux avoir cette opinion-là de moi, mais moi, je sais que je suis une bonne personne. Donc, si je suis une bonne personne, je ne suis pas affecté par le fait que tu me dises que je ne suis pas une bonne personne. Par contre, si j'ai été affecté par le fait qu'on me dise des choses comme ça, c'est là que je deviens limité. Hein, je m'identifie à quelque chose qu'on m'a transmis comme information qui me dit je suis méchante, donc je dois montrer quelque part au monde que je ne suis pas une méchante. Mais en même temps, au fond de toi-même, l'adulte qui est en toi, qu'est-ce qu'elle a envie de faire? C'est d'être finalement libre et d'une certaine façon de répondre à la définition de la méchante. Et c'est là quelque part que je crois qu'il y a un cheminement qui est à faire pour toi de ton côté. Alors, évidemment, on ne peut pas faire tout dans les heures de la démonstration que je fais, mais c'est plus mettre en évidence cette notion du potentiel évolutif qui est en toi, qui serait intéressant donc à chercher à consolider dans ton cheminement. C'est ça un petit peu ce que je pourrais te dire par rapport à ça, Zineb. Donc, je te remercie beaucoup de ta participation. Puis évidemment, ben, on aurait pu aller plus loin, mais on va devoir s'arrêter là, puisque il y avait la petite méditation que j'avais envie de vous proposer qui va peut-être durer pas très longtemps. Hein. C'est juste pour vous faire explorer une expérience plus concrète de l'idée de quelle façon qu'on peut retrouver justement cet équilibre à l'intérieur de soi et de développer cette plus belle version de soi à travers une expérience toute simple. Moi, j'appelle ça une harmonisation des cerveaux. Alors, les cerveaux, il y en a quatre. Donc, le cerveau du ventre, le cerveau du cœur, le cerveau de la tête et le cerveau quantique. Alors, ces quatre cerveaux-là, finalement, c'est de chercher à s'harmoniser à chacun d'eux pour se rendre compte effectivement que quand on est en harmonie avec chacun d'eux, ben on est en contact avec quelque chose de beaucoup plus beau et beaucoup plus noble en soi. Et c'est ça un petit peu que j'avais envie de vous faire expérimenter, qui vous préparerait sans doute hein, à revenir sur cet exercice-là pour cultiver finalement la plus belle version de soi-même, chercher justement à être de plus en plus libéré à quelque part de toutes ces inhibitions qui sont en soi, qui sont souvent provoquées par le fait que le cerveau du ventre qui est beaucoup en liaison avec toutes les pulsions primitives qui sont en nous, ben, viennent nous polluer. Elles viennent nous polluer quelque part sur les souffrances et les douleurs qu'on a vécues dans l'enfance. Et que comme on est en souffrance parce qu'on n'a pas été accepté ou accueilli en soi en tant qu'enfant ou en tant qu'adulte, ben, on souffre. Et cette souffrance-là, ben, également, nous paralyse. Et évidemment, l'idée, c'est d'apprendre justement à s'harmoniser
d'accueillir à quelque part ces pulsions primitives qui sont en soi, qui correspondent à notre caractère, justement. Et souvent, on a des caractères qui sont particuliers parce qu'on a des pulsions primitives qui sont particulières, qui sont associées à chacun d'entre nous et qu'on a besoin d'apprivoiser et accueillir. Et que le fait qu'on puisse faire ça, mais ça nous permet d'aimer chacune de ces particularités-là par le cœur, le cerveau du cœur. Et cet amour-là de soi nous permet ensuite d'émettre des pensées, des fréquences plus élevées au niveau de notre cerveau. Donc, on est en relation avec une vision de nos pensées deviennent plus positives et plus évolutives parce on est en l'amour de soi. Et ça nous permet ensuite d'aller vers le cerveau quantique qui, lui, va ensuite transmettre à quelque part une réponse, un peu comme si on envoyait une demande à l'univers. L'univers allait nous répondre par la capacité à donner à notre cerveau quantique une information qui va dynamiser en quelque sorte cette nouvelle vision de nous-mêmes que l'on cherche à manifester. Donc, c'est ça un petit peu que j'aurais envie de vous proposer. Donc, si vous voulez bien, je vais vous demander de vous installer confortablement pour pouvoir faire cette petite pratique de méditation. Donc, on va y aller. Donc, si vous voulez bien vous installer confortablement de façon à ce que votre corps puisse se relaxer, se relâcher et se détendre. Et en fermant les yeux, vous allez simplement prendre le temps de bien sentir vos deux pieds sur le sol de façon à ce que vous puissiez déplacer votre conscience vers vos pieds et de vos pieds, que vous puissiez prolonger votre conscience dans la terre, comme si cette capacité de prolonger votre conscience dans la terre vous permettait de vous relier avec l'énergie tellurique de la planète Terre qui se trouve en quantité infinie et qui va tout doucement se prolonger, se propager à travers vos racines que vous avez créées, à travers cette conscience que vous êtes allé en connexion avec cette énergie tellurique et elle va remonter comme si vous aviez des racines et qu'elle allait remonter jusqu'à vos pieds de façon à vous mettre en relation avec votre droit à l'incarnation. Lorsqu'on a les deux pieds sur le sol, on a les deux pieds sur la terre et on reprend contact avec ce droit à l'existence. Et cette énergie tellurique qui se propage tout doucement dans nos talons, sur la plante de nos pieds, dans nos orteils, nous permet vraiment de prendre le temps ici, de déposer nos deux pieds sur le sol afin de se relier à ce droit à l'existence que nous avons tous en tant qu'êtres humains. Et ça nous permet de nous détendre, de détendre nos deux pieds sur le sol et de permettre à cette énergie de la Terre de se propager encore plus abondamment dans nos deux pieds pour remonter progressivement vers nos chevilles, nos mollets, nos genoux, nos cuisses et nos hanches. Et on cherche ici à bien ressentir, bien voir, bien entendre l'énergie tellurique de la Terre qui va se propager dans nos deux jambes de façon à ce qu'elles viennent nous connecter avec ce droit que nous avons tous de nous tenir debout, de nous lever et de reconnaître notre droit à l'existence. Et cette énergie de la Terre qui se propage dans nos deux jambes, c'est un peu comme si elle nous mettait en contact avec toutes les particularités de l'être que nous sommes. Toutes ces pulsions primitives que nous avons depuis que nous sommes nés sur la Terre peuvent être présentes dans nos jambes. Et cette énergie de la Terre se propage dans nos chevilles, dans nos mollets, dans nos genoux, dans nos cuisses et dans nos hanches, nous permet de libérer toutes ces pulsions primitives qui sont en soi, de chercher donc à se rendre de plus en plus réceptifs à elles, afin que nous soyons de plus en plus en harmonie avec les besoins de nous tenir debout qui sont présents en soi. Et cette idée de se tenir debout nous rassure, nous réconforte, nous donne un sentiment justement de grandeur. Nous reconnaissons que nous avons une certaine grandeur en tant qu'être humain et que nous avons certainement à accomplir de grandes choses sur la planète Terre en acceptant cette idée de grandeur. Donc, on va chercher à bien ressentir, bien voir, bien entendre cette énergie donc de la Terre qui va se propager donc des pieds jusqu'aux hanches. Et on cherche donc à bien expérimenter cette énergie de la Terre qui se propage afin de nous aider à nous tenir debout et de progressivement constater que cette énergie de la Terre va se concentrer maintenant au niveau de la région du chakra racine, du bassin. Et cette énergie de la Terre se propage avec beaucoup d'abondance dans toute la région de notre bassin, comme si elle se manifestait à nous comme une mère maternelle qui venait nous prendre dans ses bras afin de nous sécuriser, de nous réconforter,
de nous stabiliser intérieurement. Comme si nous étions en train de reconnaître que cet ange de la terre est en mesure de nous sécuriser, de nous réconforter, de nous faire du bien pour qu'on puisse se détendre, qu'on puisse se sentir en sécurité, qu'on puisse bien ressentir, bien voir, bien entendre cet ange de la terre qui circule de plus en plus abondamment dans nos pieds, dans nos deux jambes et dans la région du chakra racine, comme si ça nous permettait de bien se sentir dans une position de stabilité et faire en sorte que l'ange de la terre puisse se propager encore plus abondamment et toujours plus abondamment vers la région du chakra racine et elle remonte et se propage vers la région du chakra sacré, la région du ventre. Et on cherche ici donc à bien ressentir, bien voir, bien entendre cet ange de la terre qui vient se manifester dans la région du ventre, comme si cet ange de la terre nous invitait à accueillir tous nos besoins affectifs et émotionnels qui sont en nous. Nous sommes nés sur la terre avec des particularités qui sont différentes pour chacun d'entre nous. Nous avons des besoins émotionnels, des besoins affectifs qui sont propres à chacun de nous. Et c'est un peu comme si cet ange de la terre se manifestait dans notre chakra sacré afin de nous inviter à accueillir chacun de ses besoins, chacun de ses désirs, comme si nous pouvions justement vraiment reconnaître avec beaucoup de compassion et beaucoup d'amour que cette énergie de la terre venait nous ouvrir à qui nous sommes et faire en sorte que nous puissions nous accepter tels que nous sommes. Et que cette acceptation nous fait beaucoup de bien, car elle nous permet de ressentir, voir et entendre cette énergie de la terre se propager encore plus abondamment et encore plus fortement dans toute la région de notre ventre et faire en sorte que cette énergie de la terre puisse se propager de plus en plus librement et de plus en plus abondamment vers notre chakra solaire. Et on cherche ici à bien ressentir, bien voir, bien entendre cette énergie de la terre qui vient se propager dans toute la région du chakra solaire. Comme si cette énergie de la terre nous invitait à assumer, incarner notre puissance, notre force d'affirmation, notre pouvoir sur nous-mêmes et sur les autres, comme si nous apprenions à accueillir cette puissance, cette force qui est en nous, comme si cette énergie de la terre faisait en sorte qu'on pouvait ressentir, voir et entendre que la région du plexus solaire devenait vraiment comme un grand rayonnement lumineux qui prenait forme en soi. Comme si nous constations que nous pouvions incarner une certaine lumière, un certain rayonnement, un certain charisme, grâce à la présence de cet ange de la terre dans ce chakra-là. Comme si on constatait effectivement que l'ange de la terre nous invitait à accueillir ce droit que nous avons de prendre notre place et d'affirmer ce rayonnement qui est en nous, de le reconnaître comme étant juste et de l'accueillir comme étant vrai pour nous-mêmes. Tout doucement, donc, cet ange de la terre va poursuivre sa remontée maintenant vers la région du cœur, là où se localise notre chakra du cœur, notre cerveau du cœur également. Et cet ange de la terre qui se propage vers la région du cœur nous invite à accueillir avec beaucoup d'amour, beaucoup de douceur, beaucoup de compassion l'être que nous sommes. Nous avons appris à mettre nos deux pieds sur le sol, à nous donner le droit de nous incarner sur la planète Terre. Nous avons accueilli cette idée que nous pouvions nous tenir debout, que nous pouvions nous sécuriser, d'accueillir nos besoins affectifs et émotionnels, de reconnaître ce droit à l'affirmation qui est en nous et nous donnons la permission maintenant de nous aimer tels que nous sommes dans toutes les facettes que nous venons de nommer. Comme si cet ange de la terre se propageait dans la région du cœur pour m'inviter à me prendre dans mes bras, à m'aimer tendrement dans toutes les dimensions de l'être que je suis. Comme si je m'acceptais dans chacune des cellules qui animent mon être. Comme si je me permettais de m'accueillir complètement et totalement, avec beaucoup de compassion et beaucoup d'amour. Je me donnais l'autorisation de me donner le droit de me tendre la main et de m'aimer tendrement. Et que dans cet acte d'amour, je peux ressentir, voir et entendre cette énergie de la terre qui se propage de plus en plus abondamment dans la région de mon cœur. Comme si cet amour faisait en sorte que je sentais mon cœur devenir de plus en plus chaud, de plus en plus rayonnant, comme si sa lumière devenait plus puissante et plus forte. Comme je constatais que cet amour de soi me faisait énormément de bien, car cela me donnait le sentiment que j'étais une belle personne et que cette belle personne avait des belles qualités, des belles compétences,
des belles capacités. Et que plus j'accepte cette idée que je m'aime, et plus je me rends compte justement que je suis cette belle personne. Et que cette belle personne, finalement, ben, plus elle devient aimante envers elle-même, et plus elle incarne de plus en plus clairement ce qu'elle est au fond d'elle-même. Et que cela fait beaucoup de bien de le constater, de le ressentir et de le voir. Cet amour de moi-même fait en sorte que tout doucement, cette énergie se propage vers la région de ma gorge, comme si elle me permettait de constater que cette nouvelle version de moi-même me permettait de développer un regard sur moi-même plus créatif, comme si je constatais que quand je m'aime, je deviens un être humain différent. Cet être humain qui est différent, c'est un être qui est créateur, qui est aimant, qui est ouvert à lui-même et qui se permet justement de tendre la main vers les autres avec cet amour pour lui-même. Et que tout doucement, cela me permet de me rendre de plus en plus conscient d'une nouvelle façon de me regarder, une nouvelle façon de me voir, de me ressentir, de m'entendre. Et je cherche à bien ressentir, bien voir, bien entendre cette énergie du ciel qui se propage vers la région de mon cerveau maintenant. Le cerveau ressent donc cette énergie se propager dans toute la région de la tête, de la boîte crânienne. Et comme si mon cerveau se retrouvait à accueillir ces pensées, ces nouvelles façons de me comporter, de me regarder, de me voir, comme si je découvrais une expression de moi-même aimante, capable justement de prendre sa place sur la planète Terre avec amour et avec une forme d'assurance, d'honnêteté, d'ouverture envers lui-même. Comme si je me sentais connecté justement avec une forme de sagesse, une forme d'intelligence qui est en moi, qui me stimule, qui me rend de plus en plus conscient de qui je suis, me rend de plus en plus conscient de ce que je veux devenir et vers quoi je tends. Et cela, finalement, me rend de plus en plus ouvert à cette énergie du ciel, comme si, au niveau de la région de mon cerveau, de la tête, je sentais cette énergie de la terre se diriger vers le ciel, comme si les pensées nobles et positives qui sont émises dans ma tête étaient ensuite redirigées vers le cerveau quantique qui se manifeste dans cet univers, comme si je transmettais à cet univers quantique mes besoins, mes demandes, ce que je souhaitais devenir, ce que je suis au fond de moi-même, ce que j'ai envie maintenant d'incarner de plus en plus fortement. Et je sens cette énergie se diriger vers le ciel, cette énergie positive, évolutive de ma personne que je reconnais en moi. Et je reconnais justement que cet univers m'accueille dans cette grandeur, dans cette beauté de l'être que je suis. Cela me fait beaucoup de bien, comme je sentais effectivement que cette énergie du ciel me permettait de ressentir tout autour de moi une nouvelle expression de qui je suis, comme si cette énergie quantique façonnait l'être que je suis en train de devenir, me permettait d'être cette nouvelle personne que je suis, me permettait de reconnaître la grandeur de l'être que je suis au fond de mon être. Ça me fait beaucoup de bien de expérimenter cela, comme si je constatais qu'il y avait une lumière de plus en plus rayonnante et de plus en plus lumineuse qui se propageait dans tout mon corps. Je peux ressentir cette propagation de lumière dans tout mon être. Et cette propagation de lumière se manifeste par le biais de mon sommet de la tête pour redescendre jusqu'à mes pieds. Et je constate combien tout mon champ d'énergie autour de mon être est rayonnant et lumineux, comme si ce champ de lumière nourrit toutes les cellules de mon corps pour me faire comprendre qu'est-ce que je suis vraiment, pour me connecter avec l'essence véritable de l'être que je suis. Je me rappelle aujourd'hui, à cet instant, de la beauté de l'être que je suis. Je l'avais peut-être oublié et là, je reconnais qui je suis et cela me fait beaucoup de bien de ressentir, de voir, d'entendre l'expression de cet être que je suis. Ça me permet de le prendre dans mes bras et de lui exprimer avec amour, avec gratitude, ce que je suis et me donner justement l'ouverture à le manifester dorénavant, afin que je puisse justement incarner cette beauté, cette lumière, cette essence de qui je suis. D'accueillir effectivement l'idée que je puisse le faire pas à pas, que je m'autorise le fait d'avancer, de progresser, de cheminer, par des petits pas quelquefois, par des grands pas à quelquefois d'autres aussi. Comme si tout cela allait se faire comme ça doit se faire, tout simplement, en me tenant par les bras, par les mains, en me rappelant de la beauté de qui je suis, en me donnant le droit d'être cette personne le plus souvent possible, le plus fréquemment possible, d'être en harmonie avec cette essence, cette lumière, cette beauté.
Je prends le temps ici de voir, entendre et ressentir cette énergie, cette lumière qui se manifeste et qui façonne tout mon champ énergétique pour me faire expérimenter cette nouvelle personne que je suis, de lui permettre de s'incarner en moi, d'être assimilé par la personne que je suis, pour maintenant incarner cette nouvelle version de moi que j'accueille avec beaucoup d'amour et beaucoup de compassion et beaucoup de plaisir. Et je vais rester le temps qu'il faut, le temps qui est nécessaire pour bien prendre le temps d'assimiler cette expérience, de bien prendre le temps de la digérer à mon rythme. Doucement, quand vous allez être prêt à revenir à vous-même, ben, vous allez simplement donc remercier le processus qui a été présent tout au long de cet exercice. Vous remerciez également, prendre une bonne inspiration, bouger les extrémités et ouvrez les yeux tout doucement quand vous le souhaiterez. Et évidemment, vous pouvez me faire part de vos commentaires si vous le souhaitez. Alors, merci pour les beaux commentaires. Je vois que plusieurs personnes qui me font part de l'appréciation, donc je suis bien content. Et je me demandais si maintenant vous auriez donc des questions, des commentaires, des interrogations qui touchent un petit peu tous les domaines là, euh, avant de compléter la conférence, afin de compléter donc cette fameuse conférence, expérimentation de pratique et tout ça. Donc, avez-vous des questions, des interrogations que vous aimeriez me faire part? Il n'y a rien qui me fait part donc des larmes de cette- lors de cette méditation, d'où cela vient-il? Ben, toi, je pense que la première chose à quelque part se rappeler finalement, c'est que il y a deux types de larmes. Il y a des larmes expansives qui nous rappellent justement que on est en larmes parce qu'effectivement, on a touché quelque chose de, de bienfaiteur. On a touché quelque chose qui nous rend heureux, qui nous ramener à contacter quelque chose de vrai, de grand en soi. Alors ça, c'est quelque chose qui fait plaisir parce que ça nous fait expérimenter un sentiment de, de grandeur. Donc, pour moi, ça, c'est vraiment des larmes expansives, c'est-à-dire qu'on reconnaît quelque part quelque chose qui est évolutif et qui est expansif. Et quelquefois, évidemment, on peut avoir des larmes qui sont davantage limitatives.
des larmes limitatives, c'est par exemple, ah, pauvre de moi, je n'arrive pas à quelque part, me sens tout abandonné, j'ai fait ça, puis ça n'a pas marché. Tu vois, c'est toujours intéressant, quelque part, de se positionner dans cette notion de limitation et d'expansion à travers le cheminement de la vie, parce qu'on a le choix, en fin de compte, de poser notre attention sur l'aspect limitatif des choses ou se poser notre attention sur l'aspect expansif des choses. Et je pense que cet exercice-là que je vais vous proposer, mais l'idée, c'est que si vous observez comment vous étiez avant la méditation et après, ben souvent, après la méditation, on se sent justement plus dans cette nature expansive. Et cette nature expansive, ben, elle nous rapproche justement davantage de l'essence fondamentale de qui nous sommes. Et je pense que c'est intéressant de se le rappeler. Donc, voilà, voilà, c'est un petit peu ça. Je vous remercie en tout cas pour les bons commentaires. Je ne fais que lire des commentaires qui sont élogieux, donc je vous en remercie. Et donc, évidemment, pour conclure un petit peu cet entretien-là, quelque part, bien évidemment, vous l'avez compris que l'idée, c'est que cette méditation-là, bien, c'est un petit peu comme une façon de vous dire, ben voilà, cet exercice-là, ben, vous pouvez la pratiquer tant et longtemps que vous le souhaitez, si ça vous fait du bien. C'est un rappel, à quelque part, comme certaines personnes le disaient, un rappel qui nous ramène justement à cette idée que pour que je sois moi dans ma version la plus belle de qui je suis, ben, je dois, quelque part, passer par l'acceptation de qui je suis, de l'aimer, d'aimer qui je suis. Donc, l'acceptation, ça passe par le cerveau du ventre. D'aimer qui je suis passe par le cerveau du cœur. D'avoir donc des pensées positives et évolutives, ça passe par la tête, qui vont ensuite émettre des pensées positives et évolutives vers l'univers. Et l'univers, ben, quelque part, va finalement répondre à cette demande-là, d'être dans cette harmonie-là, en forgeant mon champ énergétique en accord avec cette vision-là. C'est un peu l'idée de cet exercice-là. Et moi, je vous dirais que ce serait intéressant pour vous de revenir là-dessus si ça vous fait du bien, de réexpérimenter la chose sans problème. Ça fait beaucoup de bien, selon Angélique, que j'ai une lourdeur sur le haut du dos, mais surtout une douleur au cou du côté droit depuis 2, 3 jours. Je ne sais pas d'où ça vient. Alors, évidemment, mais ça soulage cet exercice. Bien évidemment, l'idée donc de la pratique intuitive, c'est d'apprendre justement à se connecter avec ça. Et c'est simplement de porter attention, hein, aux douleurs qui sont présentes et de chercher justement à les questionner dans une position de témoin. C'est comme ça qu'on va arriver à le faire. Alors évidemment, bon, vous savez que je fais des expérimentations gratuites avec Rihanna Stevie. Il y en a une qui va avoir lieu donc à la fin du mois de janvier, qui est gratuite. Donc, vous pouvez venir, puis vous pouvez poser toutes les questions que vous avez. Et je fais des lectures d'âme pendant à peu près 1 heure et demie, avec plein de monde qui sont présents dans la salle. Donc, si ça vous intéresse, c'est gratuit. Donc, ça peut être effectivement quelque chose d'intéressant. Puis là, je pourrais prendre le temps de répondre à des questions si vous en avez à ce moment-là. Il y a donc un enseignement que je vais vous proposer incessamment, qui va être en ligne, qui va être une proposition un petit peu qui va permettre de faire la suite de ce qu'on a fait ensemble. Donc, si ça vous intéresse, je vous ferai part de la proposition très bientôt. Et vous avez également sans doute vu que j'avais fait une proposition pour les consultations pour les prochains jours qui sont disponibles c'est une promotion pour les prochains jours. Donc, des gens m'avaient fait part qu'ils avaient des moyens financiers un peu difficiles. Donc, c'est un peu ma tentative de répondre un peu à la volonté d'aider les gens, donc, s'ils sont intéressés à se faire aider, donc d'avoir des prix plus abordables. Donc, vous avez reçu ça dans le newsletter normalement de l'école. La proposition était de 75 $ pour 1 heure de consultation au lieu de 100 $ et 300 $ pour 5 consultations. Donc, c'était une façon de vous dire que je fais mon effort, mon côté aussi. Et en euros, c'était 60 € au lieu de 75 € ou 250 € au lieu d'un prix là, qui est 75 €, je crois, c'est ça. Donc voilà. Alors, ça, c'était pour les consultations. Vous avez encore quelques jours pour en bénéficier si ça vous intéresse. Sinon, ben, je reviendrai vers vous si ça ne vous gêne pas pour faire une proposition d'enseignement en ligne et également faire part de ma venue en France et au Québec également d'enseignement présentiel qui aura lieu donc dans les prochains mois. Donc, je ferai part de cette invitation-là également. Donc, est-ce qu'il y aurait des questions avant qu'on termine cette conférence-là? Je vous remercie donc d'avoir bien voulu y participer. Et s'il n'y a pas d'autres questions, bien évidemment, je vais terminer. Donc, dites-moi s'il y a des questions que vous aimeriez me faire part avant de terminer. Je crois que c'est bon. Donc, je vais vous souhaiter une très belle fin de soirée pour les gens de l'Europe et une très belle fin d'après-midi pour les gens du Québec.
Vous allez avoir le replay que je vais vous faire parvenir aussi et qui se retrouve sur la chaîne YouTube de l'école Pleine Conscience Intuitive. Donc voilà, alors je vais vous dire à très bientôt. Je remercie Dominique Carrez de Jaune Turquoise qui a bien voulu collaborer avec moi pour faire de cette conférence un événement, une réussite. Donc je le remercie et je vous dis donc à tout bientôt pour chacun d'entre vous et au plaisir de vous revoir, de vous rencontrer, que ce soit en ligne ou en réel. À très bientôt. Au revoir.